Giorno Giovanna est sans doute un des personnages qui polarise le plus la communauté JoJo. Certains le trouvent cool et puissant, d'autres inintéressant et incohérent, et à la base de cette distinction parmi les fans, on trouve bien souvent des incompréhensions ou des légendes. Alors aujourd'hui, on va voir une grande partie des Araki Forgot et autres théories qui entourent Giorno pour comprendre si elles sont en fait fausses ou au contraire bien fondées, et finalement savoir si Giorno est incohérent ou non. Donc si Giorno a autant de supposées incohérences autour de lui, c'est essentiellement car le fonctionnement de son stand est un des plus complexes du manga, avec un tas de capacités, de règles pas toujours très claires. Par exemple, ça commence à être assez connu donc on va passer dessus rapidement, mais on peut se faire la réflexion que Giorno n'utilise absolument plus sa capacité à accélérer l'âme des gens après ce combat face à Bucciarati. Sauf que la condition principale d'activation de ce pouvoir est de toucher directement le manieur et non le stand. On comprend donc que si on ne voit plus cette capacité, c'est simplement car Giorno n'a plus touché directement d'adversaire après, ou en tout cas que ceux qui l'a touché n'ont pas vraiment eu le temps d'en ressentir les effets. Une autre capacité complexe de Giorno qui est souvent pointée du doigt comme incohérente est celle qui lui permet de renvoyer les dégâts à ses ennemis. En effet, si quelqu'un attaque directement une de ses formes de vie, il recevra exactement les mêmes dégâts, comme Luke Alarme à l'œil qui en meurt au chapitre 2, ou Koichi qui subit les effets de son acte 3. Cette capacité est très utile et efficace en combat, mais amène pas mal de remarques vis-à-vis des incohérences qu'elle peut poser. Et ça commence par le fait qu'il ne s'en sert quasiment plus après avoir vaincu Koichi avec. Mais encore une fois, si on regarde tous les combats menés par Giorno, dans aucun cas cette capacité n'aurait réellement pu être exploitée. Soit car le pouvoir ne permettait simplement pas d'atteindre l'ennemi, comme Black Sabbath qui est automatique et qui ne renvoie donc pas les attaques sur son manieur, ou Green Day dont le manieur est immunisé à la moisissure, soit car le combat ne lui permettait simplement pas, comme face à Babyface dont la capacité lui permet simplement de se désagréger pour outrepasser n'importe quel obstacle et toucher directement Giorno. Donc encore une fois, c'est essentiellement à cause des circonstances qu'il ne s'en sert plus et non d'un oubli de Araki. Mais il y a en effet une scène qui montre une véritable incohérence avec ce pouvoir. Dans le combat final entre GER et Diavolo, ce dernier écrase un scorpion créé par Requiem. Sauf que Requiem il garde les capacités de Giorno et ça aurait clairement dû se passer comme ça. Sauf que cette scène où Diavolo écrase le scorpion est exclusive à l'animé et n'est simplement pas présente dans le manga, ce qui fait bien de cette scène une incohérence en soi, mais pas un Araki Forgot. Aussi, c'est beaucoup moins souligné, mais quelques acharnés qui veulent absolument trouver des incohérences pointent du doigt ce genre de scène. En effet, ici, Giorno donne vie à sa main coupée ou encore à son sang sec pour pouvoir s'en servir au combat. Or, le pouvoir de Giorno nous est exposé comme ne pouvant donner vie qu'à des objets inertes, sinon ça serait un peu bizarre en même temps. Mais bon, encore une fois, pas d'explication incroyable, c'est juste que quelque chose qui a déjà été en vie ne le reste pas tout le temps, et donc du coup du sang sec ou une main coupée c'est plus vivant et ça rentre dans le champ de compétences de Gold Experience. Bon, celui-là était pas ouf, on est d'accord, donc pour relever un peu la barre, on va parler d'un Araki Forgot plus complexe, le cas des clones. En effet, dans le combat entre Bucciarati et King Crimson, Giorno sauve son chef in extremis en clonant Coco Jumbo. Bon, jusque là rien de bizarre, mis à part le fait qu'une tortue n'aidera pas beaucoup, mais justement, ici Giorno clone non seulement le corps de la tortue, mais également son stand qui aspire Diavolo en son sein. Sauf que ça, normalement c'est pas possible, Giorno n'est capable de créer que des corps et absolument pas des stands, parce que les stands sont le reflet de l'âme, et si Giorno a en effet une certaine connexion avec les âmes, eh bien on le verra un peu plus tard, mais il ne peut en aucun cas ni les contrôler ni les cloner. Donc c'est bon, on a la preuve que Giorno est incohérent. Ah, c'est un peu plus compliqué malheureusement. En gros, c'est absolument sûr que Giorno ne peut pas dupliquer de stand, sinon il aurait pas eu besoin d'un Requiem pour battre Diavolo. Mais l'explication n'est pas là, elle se trouve plutôt dans la nature d'un stand. Si en effet chez les humains le stand reflète bien l'âme, chez les animaux c'est plus flou. Déjà car c'est un autre débat, mais on ne peut pas affirmer que les animaux aient une âme, et surtout il est sûr qu'ils n'ont pas de conscience. Donc pour Coco Jumbo, son stand ne peut pas vraiment être attaché à une âme qu'elle ne possède pas, et est donc très sûrement directement lié à son corps. Quand on prend ça en compte, la perspective de dupliquer son pouvoir en clonant exactement son corps paraît bien plus plausible, et peut expliquer cette scène au premier abord assez confuse. Bon, mais finalement, même si en vrai Araki est loin d'oublier autant de choses qu'on voudrait bien le croire, parfois ça lui arrive quand même. Je vais passer rapidement dessus car c'est relativement anecdotique, mais en gros on nous explique à plusieurs reprises que le pouvoir de Giorno vient avant tout de ses mains et qu'il ne peut donner la vie qu'avec ces dernières. Sauf que à plusieurs reprises dans le manga, on le voit donner des coups de pied pour créer des êtres vivants. Bon alors oui, c'est une légère incohérence pour rajouter du style, mais en vrai ça n'impacte pas du tout le scénario, donc ça ne rend clairement pas Giorno incohérent. Enfin, pour ce qui concerne Gold Experience, une des critiques qui est la plus souvent faite souligne le fait qu'au début de la partie, Black Sabbath touche le stand de Giorno avec la flèche, or il ne se transforme absolument pas en Requiem. Cela amène à se demander pourquoi, et j'ai trouvé 3 théories différentes à ce sujet. La première, et clairement la plus connue, expose qu'il existerait des flèches Requiem avec un scarabée dessus et des flèches normales qui ne pourraient pas transformer les stands en Requiem. Bon, au premier abord, cette hypothèse peut paraître plausible, mais en vrai elle amène pas mal de questions et personnellement elle ne me paraît pas possible du tout, car les flèches viennent toutes forcément de la même roche extraterrestre, c'est pas non plus tous les jours qu'une météorite à stand arrive sur Terre.
donc fatalement elles sont toutes faites du même matériau et donc ont forcément toutes les mêmes capacités. Bref, la deuxième hypothèse vient de la chaîne américaine Amon Beats et en vrai elle est assez solide. Il suppose que comme la flèche devient une partie intégrante des stands devenus Requiem, cette forme demande impérativement de rester à proximité de la flèche pour rester transformée. Ainsi, quand Polnareff retire la flèche des mains de son chariot, il redevient normal. Quand King Crimson est rappelé vers le corps de Diavolo, il stoppe directement sa transformation, et quand Gold Experience repousse Black Sabbath, il ne se transforme pas non plus. En soi, cette hypothèse est super solide et plausible, mais j'avoue que ce n'est pas ma préférée, simplement parce qu'elle rationalise vraiment beaucoup le concept pourtant très lié au destin qu'est le Requiem. Du coup, perso, je préfère l'idée que seuls ceux jugés dignes par le destin, ceux qui ont une vraie nécessité, un réel objectif en tête, ont le privilège d'obtenir un stand Requiem. Et tant qu'on est en train de parler de lui, après sa première apparition, GER laisse derrière lui la flèche Requiem. En vrai, je ne comprends pas trop comment ça peut amener à des réflexions, mais écoutez, certains trouvent ça complètement incohérent que Giorno ne détruise pas la flèche après, donc j'en parle vite fait. Déjà, on n'a absolument aucune idée de ce qu'il a fait de la flèche après, et surtout, pourquoi l'aurait-il détruite en fait? Cette flèche lui confère littéralement un pouvoir divin, et Giorno est le premier à savoir qu'il existe pas mal de manières très dangereuses en dehors de Diavolo. Alors c'est même tout à fait logique de garder la flèche pour pouvoir s'en servir à l'avenir. Mais justement, cet avenir de Giorno en tant que boss de la mafia, et surtout que manière le plus puissant de la planète, et bah il est assez vague. Et le fait d'autant le mettre de côté après Vento Oreo, alors qu'au début il avait commencé à être intégré dans la continuité des autres JoJo avec un contact avec Jotaro et Koichi, ça peut être vu comme une manière de dissimuler un personnage dont on ne sait plus trop quoi faire. Après tout, ce personnage paraît juste trop puissant pour garantir une intrigue intéressante, mais en vrai c'est pas que pour ça, parce que déjà, Giorno n'aurait pu apparaître que dans Stone Ocean qui se déroule à 14 heures d'avion de chez lui, donc déjà en tant que boss de la mafia, flemme je pense, et surtout, il n'a pas vraiment de raison de s'y déplacer, parce que pas mal de gens comprennent mal le pouvoir de Pucci et disent que si jamais il réinitialisait l'univers avec son stand, alors Giorno serait en danger. Mais pas du tout, il serait juste un peu dérouté par l'accélération, mais comme tous les autres humains, il atterrirait dans un nouvel univers en bonne santé et toujours dans la même position. En plus, au-delà de tout ce qui est logique au sein de l'univers de Jojo, Giorno est un personnage caractérisé par une forme de mystère. Il est relativement inconnu autant à ses alliés collecteurs, et le fait de laisser un flou autour de l'avenir de son stand ou même de ce qui lui arrive après sa partie renforce cette symbolique d'un personnage insaisissable et puissant. Et surtout, je ne vois pas vraiment en quoi c'est bizarre qu'on ne le revoie pas. On a tous été un peu habitués à cause de Jotaro et Joseph qui se ramènent dans toutes les parties. Mais en soi, Gappy ou Josuke n'apparaissent plus non plus après leur partie, juste parce que, comme Giorno, Araki n'a pas trouvé pertinent de les réintégrer dans les parties ultérieures. Pour repartir sur un petit truc après ce gros morceau, on peut se demander comment Giorno a pu obtenir la photo de Dio prise par Joseph pour la mettre dans son portefeuille. Non, parce que là, c'est précisément la même. Un peu bizarre. Mais bon, si dans l'animé la photo est en effet identique à celle de Joseph, en manga, elle semble relativement différente et aurait donc simplement été prise par la mère de Giorno. Pour être un peu dans l'actualité, récemment, on a eu accès au design animé de Johnny et Jairo, et le choix de la couleur blanche pour Johnny a beaucoup fait parler. Si je vous parle de ça au lieu de Giorno, c'est juste parce que on avait eu un truc un peu similaire pour la partie 5. Certains avaient dit que la couleur rose de Giorno dans l'animé n'était pas canon et qu'il s'agissait d'une mauvaise adaptation. Car avant l'animé, on avait déjà eu la full color et les jeux qu'il présentait avec une tenue noire. Sauf qu'il faut savoir que la version full color de Jojo n'est pas gérée par Araki directement, c'est la Shueisha qui la réalise en interne, et comme pour tous les autres mangas, l'auteur n'a pas son mot à dire dessus, d'où certaines couleurs un peu mid pour Jojo Lion. Et c'est pareil pour les jeux qui sont souvent réalisés en interne et sans son intervention, d'où une certaine différence parfois. Donc la version de l'animé est tout autant, voire sans doute plus légitime que les autres, étant donné que Araki donne parfois des indications à David Productions. Et surtout, si personnellement je donne plus de crédit à l'animé, c'est car j'ai vraiment l'impression qu'ils ont compris l'esprit de Jojo, notamment à travers leur choix de faire des passages en swap color qui rappellent bien la philosophie de Araki qui considère que les couleurs ne doivent pas rester figées sur un personnage. Enfin, on arrive sans doute au Araki Forgot le plus intéressant je trouve, celui qui décrit la capacité à ressusciter de Giorno. En effet, celui-ci ne pointe pas vraiment du doigt une incohérence de pouvoir, mais plutôt un comportement totalement illogique de Giorno. Parce que dans un des arcs les plus importants de la partie 5, Giorno répare le corps sans vie de Bucciarati qui revient miraculeusement à la vie grâce à lui. Suite à cette scène, on peut être étonné de voir que Giorno ne refait pas la même chose pour Abakio et Mista qui meurent également devant ses yeux et qu'il ne sauve pourtant pas. Mais alors, Giorno est-il devenu un homme sans cœur? A-t-il toujours détesté ces deux individus? Eh bah non, vous vous en doutez. En fait, la question ici n'est absolument pas de savoir pourquoi Giorno n'a pas voulu les sauver, mais plutôt de savoir pourquoi il n'a pas pu. Parce que, en effet, le cas de Bucciarati est un cas à part et sa résurrection ne dépendait pas du tout de Giorno. Il faut comprendre que, dans Jojo, l'âme et le corps sont deux entités distinctes qui marchent en symbiose. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le cas de Coco Jumbo, Giorno, avec son pouvoir de donner la vie, ne peut soigner que les corps des gens. Or, quand un corps meurt, il se détache de notre âme, qui, comme on a pu le voir dans plusieurs cas, s'envole vers le ciel pour aller on ne sait où. Mais donc Giorno, exactement comme Josuke, ne peut rien faire face à la mort, car son stand ne peut pas manipuler les âmes. Or, les âmes sont tout de même loin d'être démunies quand elles sont seules. Étant à l'origine des stands, on a pu voir au fil des parties qu'elles
pouvait faire un bon nombre de choses, comme survivre grâce à des pouvoirs ou même rester dans le monde des vivants sous la forme de fantômes. Dans le cas de Bucciarati, son âme était remplie d'une volonté sans faille, d'une multitude de convictions d'autant plus renforcées par la trahison du boss envers Trish qui l'ont poussé à se battre contre la mort. Cela, plus sans doute une intervention du destin, a permis à Bucciarati de profiter des efforts de Giorno qui soignait son corps pour l'habiter encore quelques heures, juste le temps d'accomplir son objectif. Et ça, c'est loin d'être un cas isolé. Cette volonté de vivre a également permis à Joseph de ressusciter après avoir été observé en tant qu'âme, et à Okuyasu de rester en vie pour aider Josuke à tuer Kira. Donc, si Giorno n'a pas sauvé Abakyo ou Narancia, ce n'est pas à cause d'un caractère incohérent, mais bien car leur âme n'était pas apte à accomplir le miracle de revenir à la vie, et sûrement aussi car leur destin était de mourir en aidant Giorno et Bucciarati. Finalement, Giorno, comme la plupart des personnages de JoJo, n'est pas incohérent, et je trouve ça un peu dommage de toujours chercher à discréditer des personnages ou des mangas, alors que franchement, c'est dur de créer un personnage aussi intéressant et solide que Giorno. D'ailleurs, j'en ferai sûrement une analyse complète dans ma future vidéo sur les JoJo qui arrive dans quelques mois, alors pour ne pas la rater, abonne-toi, c'est toujours cool.